Sandra, ça va? Bonjour Amandine, oui merci. Alors aujourd'hui, du coup, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Et on va parler d'un sujet qui est quand même assez compliqué parfois pour certaines home organizers et aussi pour les clients qui sont concernés. C'est tout ce qui est accumulation compulsive, troubles de l'accumulation et tout ça. Donc vraiment un sujet hyper intéressant. Mais déjà, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous dire comment t'en es venue au home organizing et tout ça? Alors moi je suis Sandra Fradin, j'ai monté Home Organizer by Sandra en avril 2019. Donc, je fais partie un petit peu des vieilles home organizers maintenant. Et comment j'en suis venue au home organizing? Donc moi mon métier de toujours, je suis enseignante, j'étais instite et j'étais plutôt une bordélique de base. Et quand ma fille est née vers 2013, j'ai passé un examen dans l'éducation nationale pour devenir formatrice que j'ai raté. Et donc, rater cet examen m'a mis un peu en bad, plus rentrer dans ma maison où il y avait beaucoup, beaucoup de bazar avec une petite en bas âge, une autre qui a été un peu plus grande mais qui avait que 2 ans à l'époque. Bref, je me suis sentie envahie et pas hyper bien. Et donc, j'ai une de mes copines qui m'a dit « Oh là là, ça n'a pas l'air d'aller ». Elle m'a envoyé un roman par la poste avec une tablette de chocolat. Et dans ce roman, c'était un roman de Isabelle Giordano. Dans ce roman, à un moment donné, elle fait le tri dans ses affaires. Et moi, en lisant ce roman, je pense que c'est exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là. Ça m'a parlé énormément, ça m'a fait un bien fou. Et je me suis mis à désencombrer toute ma maison, toute ma vie, en fait, remettre les choses en place, les choses en ordre. Hein, voilà, une expression que tu aimes bien. Et voilà, le temps a passé. Donc moi, ça m'a fait un bien fou. J'ai recommencé, je sais pas, différemment, à voir la consommation, à organiser chez moi et tout ça. Et 6 ans a passé. Et du coup, en parlant en salle des maîtres avec mes collègues, j'ai une collègue qui me dit, mais écoute, le ménage, tout ça. Moi, je dis, ah, j'aime pas faire le ménage, j'adore trier. Je leur explique mon expérience et elle me dit, ah, j'ai vu à la télé, c'est un métier qui existe. Et là, c'est comme si elle avait allumé une petite lumière. C'était évident. Je voulais aider les autres à désencombrer. Ça m'avait fait tellement de bien. J'adore aussi les objets. Chez moi, j'ai beaucoup d'objets vintage. J'aime bien chiner, tout ça. Donc, ça rassemble aussi cette passion. Et l'accompagnement, parce que c'était mon métier de cœur en étant instite, j'avais quand même une formation d'accompagnement, d'écoute, etc. Donc, ce métier a rejoint tout. J'ai fait ça en temps partiel au début. Et puis, voilà, ça va faire un peu plus de 3 ans maintenant que je suis à temps plein sur le home organizing. Et mais je ne changerai plus. Génial. Franchement, alors je crois qu'on est beaucoup, en tout cas, à avoir ce point commun. Alors moi, j'étais pas du tout organisée à la base non plus. Et c'est pareil, les enfants. Et je crois que les enfants te font souvent switcher, parfois faire un Oui, 360 dans ta vie. Donc on est beaucoup dans ce cas-là, je crois. Mais en tout cas, génial, ouais, comme quoi des petites choses, un bouquin envoyé par la poste, ça peut changer changer. une vie, clairement. Oui, et ce qui montre aussi, je trouve, tu vois, tu le dis, c'est qu'on est beaucoup dans ce cas-là, mais aussi ça peut aussi être vraiment un exemple que ça fonctionne et que c'est pas parce que t'es pas carré, hyper organisé de base que tu peux pas le devenir et que quand même, oui, ça change la vie. Et tous les témoignages de home organizers qui étaient bordéliques reconvertis, moi je m'appelle comme ça sur mon site, et ben ça prouve que ça marche et que tout le monde peut y arriver. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, donc tu as eu pas mal de clientes depuis 2019. Et qu'est-ce qui t'a poussé quelles sont les expériences en fait qui t'ont poussé à accompagner aussi des personnes justement pas juste qui étaient bordéliques, mais où ça allait un peu plus loin, où parfois du coup ça venait d'un trouble vraiment parce que c'est pas facile, c'est quand même autre chose. Donc, est-ce que tu as des expériences qui t'ont fait prendre confiance en toi sur ça et te dire, OK, je vais accepter ces missions et accompagner ces gens aussi parce qu'ils en ont besoin? Alors là, en fait, j'ai envie de te dire, c'est la naïveté qui qui m'a fait accompagner des accumulateurs compulsifs. En fait, la première année où je me suis installée, il y a une dame qui m'a appelée. Donc, je suis allée la rencontrer, je suis allée voir chez elle. Effectivement, c'était très, très, très encombré. Mais j'avais étudié dans ma formation quelques modules sur
le syndrome de Diogène, la silogomanie, mais tu vois, sur un module d'apprentissage qui dure une demi-heure, tu te rends pas compte de la différence entre quelqu'un qui est bordélique et qui en a partout et quelqu'un qui est accumulateur compulsif. Quand j'ai rencontré cette dame, j'ai vu sa maison qui était quand même très, très encombrée. Donc, je lui ai dit, il va falloir beaucoup de temps. Elle était ultra motivée. Et en fait, ça fait 4 ans que j'y vais. Voilà. Et donc, grâce à cette cliente que j'adore, hein, j'ai appris, en fait, je me suis renseignée, j'ai vu que c'était pas en fait simplement un encombrement normal et j'ai essayé plein de techniques. Enfin, je te dirais la différence ensuite entre les pathologies. Je me suis formée sur le sujet et attention, c'est pas anodin d'accompagner quelqu'un qui est malade de troubles de l'accumulation, quoi. Non, c'est clair. Moi, je sais que, en plus, je suis toute nouvelle dans le métier. Je sais qu'aujourd'hui, je me sentirais pas capable d'accompagner quelqu'un parce que j'ai pas les épaules et les compétences suffisantes pour accompagner quelqu'un qui a un trouble de ce genre. Et du coup, je voudrais qu'on puisse voir quels sont les différents troubles qui existent, justement. Oui. Alors, déjà, ce que je voulais dire, c'est que quand tu accompagnes une personne qui a des troubles, alors que ce soit surtout la silogomanie et puis d'autres troubles, tu vois pas forcément au début que c'est des troubles maladifs. Donc tu peux au début un peu pas te tromper, mais si, parce que les gens ils disent oui, j'ai trop de bazar, je veux changer les choses, parce qu'ils ont cette intention. Et il faut vraiment être pointu sur le questionnement, sur l'observation, sur l'écoute pour faire la part des choses. Et ça, c'est avec l'expérience ou une formation, effectivement, mais on peut se laisser un peu biaiser au début. Donc, dans les troubles que moi, je connais un peu, il y a le syndrome de Diogène. Donc, le syndrome de Diogène, c'est une accumulation compulsive grave, mais qui est associée à la saleté. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent accumuler des poubelles, alors soit qu'ils les font pas sortir de chez eux, mais aussi carrément des gens qui peuvent aller en bas de l'immeuble, récupérer les poubelles des autres et les monter chez eux. Tu vois? Donc, ce qui est un peu différent de la silogomanie, et on appelle la silogomanie souvent les troubles de l'accumulation compulsive, mais quand tu es syndrome de Diogène, tu as aussi des troubles de l'accumulation compulsive. Mais la silogomanie, c'est pas associé à la saleté, bien que quand tu as énormément d'affaires dans un appartement, que tu en poses partout, que tu oublies de sortir des choses du frigo. Enfin bon, bref, je te dirai pourquoi, parce qu'il y a un autre trouble qui se rajoute souvent. Eh bien, ça peut devenir sale. Et effectivement, il y a aussi des risques d'hygiène, sur la santé, des moisissures, énormément de poussière, des cafards, même parfois des souris. Mais c'est pas quelqu'un qui va, tu vois, laisser ses papiers sales, des pizzas pourries sous son lit, volontairement comme Diogène. Après, ce qui se rajoute et qui est compliqué, c'est souvent que ceux qui sont atteints de silogomanie peuvent être aussi atteints soit de TDA ou soit de désorganisation chronique, si bien qu'ils commencent quelque chose et qu'ils le finissent pas. Donc ça rajoute justement, je te dis ça pour la saleté, par exemple, ma cliente, elle va se faire à manger, elle va découper des épluchures de pommes. Il y a des épluchures qui vont tomber par terre ou qui vont être sur le bord de la table. Son portable va sonner. Elle va aller au bureau. Après, elle va faire une autre activité. Elle va ouvrir du courrier. Elle va poser les affaires. Et vu elle a cette désorganisation chronique, eh ben les pelures de pommes, elle va jamais les ramasser. Pas parce que elle est sale, juste parce qu'elle a fait 10 millions d'autres choses. Et les pelures de pommes, elles sont déjà passées à la trappe, quoi. Oui, bah oui, forcément. Ouais, c'est pas facile. Il y a plusieurs choses qui peuvent se combiner. Et je pense qu'il faut le repérer, c'est pas facile. 3 autres même que je voulais aborder. Okay. C'est le collectionneur, parce qu'il y en a qui sont pas du tout dans la saleté ni désorganisés, ils sont même hyper organisés, mais ils collectionnent tellement que ça envahit leur espace vital. Il y a la bibliomanie, donc, qui n'est pas à confondre, qui n'est pas à mélanger avec la bibliophilie. La bibliophilie, c'est vraiment ceux qui aiment les livres, qui les rangent, qui les gardent par collection, etc. La bibliomanie, c'est vraiment ceux qui sont envahis. Il y a des livres partout. Ça fait carrément des labyrinthes chez eux, même par terre, enfin de partout sur le lit, et ils ne les lisent pas forcément, en fait. Et il y a il y a l'oniomanie aussi,
qui est le truc de l'achat compulsif. Mm. Donc là, c'est vraiment l'achat, et les objets restent avec les étiquettes dans la maison, mais des fois, ça envahit vraiment. Et le dernier, mais celui-là, il est plus rare, et moi, je n'accompagne pas sur ce type d'accumulation, c'est le syndrome de Noé, c'est l'accumulation des animaux. Donc voilà, là, moi, ça, je ne sais pas faire. Oui, après, ça reste quand même autre chose. Je pense que de toute façon, après, il y a d'autres accompagnements qui sont faits pour ces gens-là. Donc, il ne faut pas non plus, des fois, comme dirait Diane de Oui, ma formation, il ne faut pas se placer dans le rôle du sauveur. Donc, voilà, il faut exactement. essayer d'accompagner, mais pas de se placer dans le rôle du sauveur. Et il y a des moments où, si on ne sait pas faire, on ne sait pas faire. Il vaut mieux pas le faire que d'essayer de ne pas y arriver. Exactement. Du coup, oui, comment toi, tu gères, quelles sont les différences en fait entre un accompagnement pour ces personnes-là et un accompagnement classique, on va dire? Qu'est-ce que toi, tu vois comme différence? Alors, déjà, souvent, parce que il y a des gens qui sont très, très encombrés et qui veulent faire le vide, mais très souvent, il y a quand même une différence, un gap d'accumulation. Et chez les gens qui sont atteints de troubles, l'accumulation est telle que ça jonche le sol, il y a des sacs partout, ça peut aller jusqu'au plafond, les piles, et c'est posé comme ça, empilé. Donc ça peut être un signe qui dit ouh là là, attention, là c'est peut-être plus qu'un juste un encombrement, j'ai hérité d'une maison et j'ai posé les affaires comme ça, je ne sais pas par où prendre les choses. Donc on fait attention à ça. Deuxième chose, c'est quand on aborde la capacité ou l'incapacité à se séparer et à jeter même des choses cassées, enfin les faire sortir de la maison. Et là, même des gens qui sont pas hyper encombrés peuvent avoir vraiment du mal. Et à partir de là, s'il n'y a rien qui sort ou c'est très très compliqué de faire sortir les choses, on peut se poser des questions quand même. Ouais, Alors, les gens disent pas forcément, moi, ma cliente, là, elle dit pas forcément, même si elle l'exprime parce que maintenant elle a une analyse de sa situation, j'ai du mal à me séparer, c'est compliqué pour moi. Mais quand on est sur le fait, c'est plutôt non, mais ça va me servir parce que je vais le réutiliser. Et par exemple, les signes, c'est ceux qui gardent beaucoup les enveloppes qui sont déchirées. Les emballages, par exemple, on achète du taboulé, puis il y a des petites boîtes en plastique. Ceux qui cumulent les petites boîtes en plastique, les pots de yaourt, tout ce qui est les prospectus, ils font des piles. Oui, mais au cas où, ça peut servir pour allumer la cheminée, pour emballer des objets si je déménage, alors qu'ils n'ont pas prévu de déménager. Tout ce qui rentre gratuitement, bah, eux, ils vont lui trouver une fonction à tous ces objets-là. ouais. Donc ça, c'est vraiment parce que certains clients qu'on peut accompagner classiques qui n'ont pas de trouble peuvent avoir ces petites choses-là, mais chez un accumulateur compulsif, ça va être démultiplié, c'est ça en gros. Exactement, Ouais. exactement. Et puis, il va déjà avoir beaucoup, beaucoup, en fait. Ouais. Mais alors du coup, quand tu te rends compte de ça, comment toi tu gères cet accompagnement? Comment tu vas procéder? Est-ce que ça va être différent d'un accompagnement classique? Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire par exemple, moi, mes clientes classiques, la plupart du temps, je reste une journée entière. Donc pour refaire un dressing, pour vider un garage, pour une journée entière. Avec des accumulateurs compulsifs, c'est pas possible. Le temps de concentration est tel et ils prennent tellement sur eux, c'est vraiment éprouvant que une mission d'une journée, c'est pas possible. Mmh. D'ailleurs, j'ai une cliente chez qui je vais, on fait en principe, elle me dit toujours, oh allez viens, on va faire 3 heures. Au bout de 1 heure et demie, je la vois, elle va dans la cuisine, elle va faire un café, tu veux un jus d'orange, elle n'arrive plus à se concentrer et à être avec moi pour trier. Et alors, on fait une petite pause, mais je lui dis, ben non, 2 heures, ça suffit. Mais elle a envie de faire plus, mais elle peut pas, quoi. Mmh. Donc, le temps de concentration est plus court et il faut trouver avec la cliente la catégorie d'objets qui va être le moins compliqué pour commencer. Pour commencer, ouais. Et est-ce que tu t'assures avant, si toi tu te rends compte qu'il y a quelque chose, qu'il y a un trouble potentiel, est-ce que tu en parles avec la cliente? Est-ce que tu t'assures qu'il y a aussi, parfois derrière, pour certains troubles, en tout cas, un suivi, pourquoi pas psychologique? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu creuses un peu quand tu vas chez la cliente au début? Oui, moi je suis assez honnête sur la situation parce que je ne peux pas proposer un accompagnement que je ne vais pas pouvoir tenir.
Si je lui dis il va falloir 3 jours pour réorganiser et trier toute ta maison en réalité, et que je vois qu'elle est accumulateur compulsif, ça sera pas 3 jours, ça sera peut-être 4 ans. Ouais. Donc, je mens pas sur parce que c'est aussi un coût de faire venir une home organizer. Donc, il faut avoir conscience. Donc, l'objectif, ça sera pas le même. Peut-être que je vais pas dire, on va trier tout le dressing, le réorganiser en entier. Enfin, je sens que ça va pas être possible. Non, on va faire le maximum en 2 heures. On va essayer de faire ça, mais on verra ensemble, suivant vous, votre rythme, votre capacité à faire des choix, etc. Ouais. Et j'ai aussi, c'est marrant, des clientes, même j'en accompagne plusieurs, notamment 2. Elles réussissent à se défaire d'objets, mais les objets ne sortent pas. Donc, c'est-à-dire que là, la cliente, elle dit oui, je vais les donner. Elle est dans une communauté religieuse. On fait des cartons entiers. Et les cartons, là, ça fait à peu près 6 mois qu'ils sont dans son entrée. Alors, une fois, elle a oublié de les emmener. Une fois, ils étaient dans son coffre, mais elle a oublié de les sortir du coffre. Et là, cette fois, je lui ai dit, allez, ça, c'est ton objectif, tu dois les sortir. Donc, je verrai, j'y retourne demain. Et je verrai si elle les a fait sortir. Mais elle sait que pour elle, c'est fini, elle l'utilisera plus. Elle est OK pour donner, mais il y a encore une étape pour que vraiment ça sorte. Ouais. Et l'autre cliente, elle dit, j'ai une copine qui fait des vides-greniers. Je vais les donner à ma copine qui fait les vides-greniers, mais en attendant, c'est encore dans son garage parce que c'est un peu un sas de transition. Pour des gens comme ça, moi, je trouve que c'est aussi bien qu'il y ait ce sas, tu vois, d'acceptation. Et après, ils y arrivent. Je veux dire, elle avait changé sa lunette des toilettes. Non, mais c'est des anecdotes, hein. Sa lunette des toilettes qui était cassée, elle a gardé, je pense, environ 6 mois la lunette des toilettes. Et au bout de 6 mois, elle a réussi. Je suis partie avec, j'ai emmené à la déchetterie. Il lui a fallu 6 mois, mais je suis partie quand même avec. Et si je lui avais emmené de force ou obligée ou je sais pas quoi, elle aurait peut-être mal vécu. Et il y a des conséquences vraiment psychologiques à obliger quelqu'un, en fait. Ouais, ouais. J'entends pas plus loin, Ouais, c'est comme s'ils avaient en fait une attache sentimentale hyper forte avec tous les objets. Et je pense que pour comparer, ça peut être, par exemple, moi, je sais que j'ai une forte attache à certains vêtements de mes filles. Donc parfois, c'est dur de les laisser partir. Je pense que tout le monde a son petit truc, mais j'y arrive quand même. Et je pense que je me mets à leur place en me disant, ben moi, ce que j'ai avec ces petits vêtements, eux, ils l'ont avec n'importe quel objet et comme une cuvette des toilettes, ce qui paraît improbable pour quelqu'un qui n'a pas Ah ce bah oui. mais voilà, c'est des fois, quand on se rend compte, et c'est pour ça que n'importe qui ne peut pas accompagner ces personnes-là. Je pense que c'est important de le redire, que si jamais quelqu'un nous écoute et pense être dans ce cas-là, voilà, toutes les home organizers ne le font pas, mais il y en a qui le font, donc c'est vraiment bien, je trouve. Et je pense que la majorité qui le font, c'est celles qui ont un peu d'expérience, celles qui peut-être un passé dans la psychologie ou ce genre de choses. Mais non, en tout cas, c'est très intéressant et de savoir que ça existe en tout cas. Donc, Oui, et c'est vrai qu'il y a des associations qui existent. Donc, les associations, c'est souvent des associations qui accompagnent sur tous les TOC. Et donc, les troubles de l'accumulation compulsive, c'est aussi une sorte de TOC. Et là, moi, je suis en lien avec une association et il y a une dame, par exemple, dans cette association, elle sait, elle a conscience, elle est déjà allée en clinique, elle a été suivie pendant des années par un psy, mais c'est trop compliqué. Trop compliqué. Et même, elle arrive là, son appartement est tellement plein qu'elle ne peut même plus dormir dans son appartement. ah ouais. Ah ouais, elle s'est Bon. clochardisée, oui. Ah oui, alors qu'elle a un appartement. Elle a un appartement qui est rempli. Ah oui, Ouais, oui, c'est pas anodin. Et donc, du coup, une fois, je discutais avec des bailleurs sociaux, parce qu'il y a souvent, enfin, ça arrive qu'il y ait le problème. Et du coup, ils envoient des fois des entreprises de débarrasse tout avec des bennes, et ils vident les appartements en entier dans les bennes devant les gens qui sont atteints de troubles de l'accumulation. Il y a un bailleur social, il m'a dit, il y a une personne qui en est arrivée au suicide parce que c'est tellement violent que c'est. Donc non, on n'accompagne pas une personne comme ça, quoi.
Ah oui, non, c'est clair. Est-ce que tu as à force de travailler avec ces troubles-là, est-ce que toi, tu as des ressources à conseiller déjà pour peut-être si on nous écoute, des gens qui se posent la question, est-ce que j'ai ça? Parce que je pense que c'est le premier aussi, la première chose, c'est la prise de conscience chez ces personnes-là. Déjà, une fois qu'elles ont pris conscience et qu'elles se disent, OK, peut-être que je vais devoir demander un peu d'aide, c'est déjà un immense pas. Du coup, est-ce que tu as des petits conseils, des petites ressources à donner justement pour en savoir Alors, plus? on avait eu une formation, une petite formation par la FFPO, mais qui était très intéressante sur une dame qui est au Canada et elle avait donné des liens, mais je te les donnerai les liens si tu veux. Et comme ça, il y a des questionnaires sur lesquels tu peux t'appuyer pour voir si tu es accumulateur compulsif ou pas. J'ai envie de te dire que ceux qui demandent de l'aide en ont totalement conscience. Après, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent pour leurs parents Ouais. ou leurs conjoints. Là, j'ai un monsieur qui m'avait appelé pour son épouse. Il m'a dit, on est au bord du suicide, c'est plus vivable, mais tu ne peux pas accompagner quelqu'un qui n'est pas d'accord. C'est impossible. Mm. Enfin, en tout cas, moi, je le ferai jamais. Non, non, je pense que ça, c'est, on est aussi toutes quasiment dans ce cas-là, une personne qui n'est pas, si c'est pas la personne qui demande, avec ou sans trouble, hein, moi, j'y vais pas. Oui, On me l'a aussi parfois demandé, est-ce que vous pouvez venir aider ma maman, machin? Non, si c'est elle qui me contacte, oui. Sinon, non. Ça, je voilà. pense que c'est hyper important parce que si c'est pas la personne, il y a de toute façon pas de motivation. Et ça, qu'il y ait un trouble ou pas. Donc voilà. Pour les liens, écoute, bah, super, je les mettrai dans les notes de l'épisode, comme ça, si vous nous écoutez et que vous voulez faire le petit test, bah, vous aurez qu'à cliquer sur le lien, comme ça vous en saurez un petit peu plus. Et du coup, on parle des gens qui t'appellent pour leurs proches. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à ces gens-là? Qu'est-ce que tu leur dis pour bah, justement peut-être essayer de discuter avec leurs proches et les convaincre de prendre de l'aide, mais que ce soit pas eux qui le demandent, quoi. C'est compliqué quand ils m'appellent. Donc déjà, je dis que moi, je me déplacerai pas si la personne n'est pas d'accord. Par contre, je leur propose de donner mon numéro de téléphone et de les encourager à m'appeler parce que des fois, une discussion, parce que d'un point de vue familial, pardon, il peut y avoir des conflits. Ça peut être mal perçu, ça peut être comme un jugement, etc. Après, donner le numéro d'une home organizer, même il y en a qui sont un peu spécialisés aussi sur l'accumulation compulsive, et de discuter avec la personne, qu'elle se rende compte qu'il y a des solutions, que s'il n'y a pas de jugement, qu'on peut partir sur des toutes petites missions, etc., c'est possible. Et ouvrir aussi la famille sur peut-être choisir une catégorie spécifique, pas être dans la critique, aider à accompagner sur quelques objets. Si c'est 5 par jour, c'est 5 par jour. Tu vas trouver des petites solutions, des petits pas, mais je leur dis aussi que ça va être compliqué, hein. Ouais. Oui, oui, clairement, je pense que voilà. Mais je pense qu'ils ont aussi besoin, parfois, quand ils appellent pour leurs proches, d'être un peu rassurés que ça peut être possible, mais qu'il faut que ça vienne de leurs proches. Euh, et pour toi, du coup, à l'inverse, c'est quoi les erreurs à pas faire justement dans ce genre d'accompagnement? Qu'est-ce qui est juste, bah, on a vu, hein, pas tout jeter d'un coup, pas les forcer, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont justement bah, mauvaises et qui vont aller à contresens de ce qu'on veut faire? Donc oui, voilà, pas les forcer, pas jeter en douce, parce que Mm. des fois, tu as envie, hein, quand tu as un vieux Kleenex qui est par terre, tu aurais dit, oui, bon, bah non, 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 parce que il arrive très souvent que les accumulateurs compulsifs vérifient tout. Retourne dans la poubelle, regarde à nouveau. Est-ce que je suis sûre? Est-ce que, voilà, il faut aussi leur donner confiance. Par exemple, ma cliente, elle accumule sur beaucoup de choses, mais notamment sur les papiers. Elle a énormément de papiers et je sais que sur des types de papiers, par exemple, les factures d'énergie, les prospectus, etc. Maintenant, elle a confiance en moi. Donc, si je sais que le prospectus est dépassé, s'il n'est pas dépassé, je lui garde, que ce soit n'importe quel prospectus, même que je sais qu'elle ne s'en servira pas. Si c'est dépassé, je jette et maintenant, elle vérifie plus parce qu'elle peut me faire confiance. Pareil sur les factures, on les garde 5 ans. Si c'est la 6e année, je jette. Je lui garde quand même un exemplaire de chaque année dans son classeur rangé.
Mais là, elle a confiance et elle sait que je le fais correctement. Donc, la confiance. Il y a un petit tips, c'est éviter qu'il touche les objets. Ça, c'est un tips. Par exemple, je vais donner un exemple concret sur les livres. Quand on trie les livres, si tu donnes le livre à la personne, qu'elle le touche, qu'elle le feuillette, qu'elle le retourne, tout ça, tu es sûr elle va vouloir le garder. Si tu lui montres les livres, elle est loin de l'objet et c'est plus facile de s'en séparer. Tout l'inverse de ce que dit Marie Kondo, quoi. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Faut toucher l'objet. C'est tout l'inverse, quoi. Ah ben là, sur ce type de profil, c'est tout l'inverse. Moins ils touchent, moins ils ont les sentiments, tout ça qui remontent. Donc ça, c'est sûr. Qu'est-ce que les erreurs à pas faire? C'est d'aller trop vite. En fait, c'est pour ça que je te dis, là, ma cliente, j'aurais pu dire, bah, je prends tout, j'emmène à une association, si, je m'en occupe. Non, il lui faut le temps de se séparer. Si j'avais emmené, elle aurait regretté, elle aurait été envahie parce qu'il y a des angoisses qui remontent, hein, c'est comme ça. Elle aurait été envahie et peut-être qu'après, elle aurait plus voulu pour le reste. Tu vois, donc vraiment prendre le temps. Et je me rappelle, j'ai accompagné une jeune femme qui n'était pas du tout accumulatrice, mais sa mère, oui. Et donc, elle a vécu dans l'accumulation toute sa vie. Elle ne veut pas. Donc, dès qu'elle se sent un peu envahie, elle m'appelle et on fait le tri chez elle. Et sa maman, pour la première fois, est venue. Sauf qu'elle est accumulatrice. Et la jeune femme, elle me dit, oui, bah, je vais faire un vide-grenier. On a tout mis dans son garage et tout. Je suis partie qu'avec les poubelles de la jeune fille. Hein, donc, c'est elle qui a pris la décision. Les poubelles papier, tout ça, elle habite à la campagne. Je dis, mais t'inquiète pas, moi, je gère les poubelles papier, carton, emballage, quoi. La maman a fait une crise de décompression. Je l'ai eu au téléphone et tout ça. Elle n'a pas supporté de me voir avec les 2 poubelles dans le coffre. Et on a beaucoup discuté, tout ça, parce qu'elle est ouverte à la discussion. Elle m'a dit, tu peux pas t'imaginer, je vis ça quand je vois partir un truc que je ne voulais pas qu'il parte, comme un viol. Tu vois le mot comme il est fort, comme si on lui arrachait quelque chose, comme un viol, elle m'a dit. Et là, mais ça m'a choquée. Donc moi, jamais, maintenant, je fais hyper attention. Si c'est pas acté plusieurs fois, tu es sûr, je peux l'emmener, je le donne ça à Notre-Dame des Sans-Abris. C'est bon, c'est ton dernier mot. Oui, plusieurs fois, oui, j'emmène. Sinon, si j'ai pas un oui sûr, je sais pas, j'emmène pas. Ouais. Mais c'est fou parce que c'est même pas la personne que tu as accompagnée, c'est sa maman qui était présente et c'est elle qui a vécu ça comme Ouais, c'est un peu compliqué quand même. Oui. Ouais. Donc ne pas inviter les proches si ils sont accumulateurs quand on va chez quelqu'un. Voilà, ne pas brusquer. C'était même pas ses affaires en plus, donc c'est vrai que c'est à quel point ça peut aller loin ces troubles et que voilà, c'était sa fille, donc du coup c'était quelque part un peu ses affaires, je pense, et ça fait ça fait bizarre de se dire que voilà, on attaque des papiers quoi, voilà, surtout. Ah oui, et puis des choses des fois qui peuvent être anodines pour nous, non, pour la personne, même si on pourrait se dire ça n'a pas de sens et être dans le jugement, mais c'est nul. On peut pas ressentir ce que ressent l'autre personne. C'est Donc ça. faire vraiment attention sur tous les objets, même des bouchons de bouteilles. Oui, le moindre petit truc, quoi. Tu disais le Kleenex tout à l'heure, c'est vrai, je pense ils peuvent le repérer. Mine de rien, ils peuvent voir des choses que nous, on trouve anodines. Voilà. Ouais, je trouve que c'est. Et l'erreur aussi à ne pas commettre, c'est parce que quand on est dans le désencombrement beaucoup, mais on est aussi dans l'organisation, notamment quand il y a une désorganisation chronique et dans le rangement. Et bien, du coup, nous, on sait où on a mis les affaires, comment on les a mis. Mais il faut vraiment redire, là, je t'ai mis telle chose, etc. Tu le retrouveras là. Parce que moi, combien de fois ma cliente, oui, mon pull, je te dis n'importe quoi, mon pull rouge, il a disparu, il a disparu. Non, ton pull rouge, il est rangé à tel endroit. Ah oui, parce que c'est tellement dans sa tête, c'est comme si peut-être il était sorti, je l'aurais sorti ou elle l'aurait perdu et tout ça, ça l'angoisse. Donc vraiment, même dans le rangement, acter avec la personne, être d'accord avec la personne, on le met là, lui redire, peut-être pourquoi pas prendre des photos du rangement pour faciliter, parce que moi j'ai beaucoup de mémoire, mais c'est vrai quand on a aussi beaucoup de clientes, on se rappelle plus forcément, mais être vraiment attentif à ce qu'on fait.
Plus que chez une autre personne où tu peux dire, ah, je sais plus, peut-être c'est là, va voir là. Non, là, il faut vraiment être attentif. Ouais. Bah, ouais, non, je pense que vraiment, là, de tout ce qu'on a discuté, je retiens vraiment que le principal, c'est de créer ce lien de confiance, je dirais, Oui, d'être toujours dans le non-jugement, mais ça, de toute façon, trouble ou pas trouble, on est de toute manière dans le non-jugement, et ne pas aller trop vite et les laisser décider, voilà, quelque part, en les accompagnant, mais ne pas brusquer. Donc, je pense que ça, c'est les points clés pour ce genre d'accompagnement. Et quelqu'un qui ferait tout l'inverse, ben, il faut juste arrêter de travailler avec parce que si on vous brusque, ça sert à rien. ouais. Donc Et puis, voilà. je dirais une dernière chose, c'est accepter qu'il y ait genre 5 pas en avant et 3 pas en arrière. Des fois, on a hyper bien avancé et moi, je reviens et c'est de nouveau hyper encombré. C'est pas comme au début, mais il y a des coups de mou. Ouais. Et voilà, bah, c'est comme ça. Oui, il faut accepter et travailler aussi ben, au rythme de la personne. Oui. Donc ouais. Est-ce que toi, tu accompagnes du coup en physique? Est-ce que tu accompagnes en visio? Comment on peut travailler avec toi, du coup? Tu veux dire sur ces troubles-là ou sur en Euh, général? alors, les deux. Les deux. D'accord. Alors, en général, alors moi, ce que je préfère, c'est être en physique et je me déplace même un petit peu loin, voilà, il n'y a pas de souci. Je fais des accompagnements en visio, mais les accompagnements en visio, il faut vraiment être apte à gérer tout seul son plan d'action. Et donc, voilà, donc moi, je pose beaucoup de questions avant de dire oui pour un accompagnement en visio. Sur les accumulations compulsives, silogomanie, etc., je n'accompagnerai jamais en visio. Pour moi, c'est impossible. Mm, mm. Et du coup, tu nous as pas dit où tu te trouvais pour les accompagnements physiques. Alors moi, je suis dans la région Rhône-Alpes. Voilà, donc je suis à Lyon exactement, mais je me déplace un peu. Mes parents habitent dans la Loire, et puis ça me gêne pas de me déplacer. Donc voilà, sur la région Rhône-Alpes, je peux venir vous aider avec grand plaisir. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu voudrais nous rajouter un petit mot? Qu'est-ce que tu as comme projet prochainement Alors là, je vais travailler sur une formation en ligne, mais elle sortira plutôt début d'année 2025. Oui, on va dire premier trimestre. Et puis, bah, c'est tout. Je suis toujours sur le terrain. Moi, ce que je préfère, c'est être sur le terrain. Mm, mm. Ouais, non, mais c'est génial. Je pense que, ouais, comme je t'avais dit, moi, je travaille aussi sur une petite formation comme ça Oui, pour pouvoir accompagner, ben, de toute façon, toujours un peu plus de monde et que, voilà, ça puisse. Je trouve que c'est bien que ça se développe aussi parce que chacun va pouvoir aussi être aidé de la manière dont il a envie parce que les gens n'aiment pas forcément qu'on aille chez eux. Donc, je pense que ce genre de programme, c'est bien que ça se développe. Donc, euh, exactement. Et donc puis, voilà, je ça trouve qu'on c'est chouette. n'accompagne pas les mêmes personnes au même rythme, de la même façon, que ce soit en visio, en formation en ligne ou à la maison. Il y a vraiment, chacun peut y trouver son compte. Donc, tu as tout à fait raison. C'est ça. Il y en a pour tous les profils. Exactement. Et du coup, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut ben, voir un peu ce que tu fais au quotidien? Alors, vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram, donc sur Home Organizer by Sandra, tout accroché. Et toutes mes prestations, me poser des questions et lire mes articles de blog sur mon site internet homeorganizerbysandra.com. Ok, de toute façon, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Vous n'aurez qu'à aller voir et puis chercher le lien qui vous intéresse. Sandra, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. J'ai adoré, moi qui ne suis pas du tout, en tout cas, encore spécialiste là-dedans et tout ça. Donc, j'ai vraiment adoré. J'ai appris beaucoup de choses et je pense que tout le monde va en apprendre. Donc, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Amandine de m'avoir reçue. En plus, c'est mon premier podcast, donc je suis trop contente. Je suis ravie. Allez, bonne journée. Merci, au revoir.